Ben moi, c'est Bernard Bolduc. Je suis un développeur en sécurité. Dans le passé, j'ai été DevOps, consultant généraliste en sécurité de l'information, un sysadmin Unix depuis le début de ma carrière. J'ai donc 17 années d'expérience en technologie de l'information, 8 années en sécurité, puis ben, je joue dans les nuages en ligne et hors ligne. Donc, disclaimer, CYA. L'histoire qui suit est non fictive, a été reconstituée via l'expérience de plusieurs incidents dont j'ai été heureux, victime de faire la gestion d'incidents. Il ne reflète pas une histoire particulière qui est en aucun cas issue d'une expérience de mon présent employeur. Très important. Donc, de quoi qu'on va parler? On va parler du hack d'un site web basé sur une expérience de carrière. Comment que le site a pu être exploité, comment ça s'est passé, les outils qui peuvent nous aider dans le cas échéant d'un hack, et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques. Donc, il y en a ici dans la salle qui a déjà eu un site web qui s'est fait hacker? Plusieurs, il y a des bonnes mains. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, voir en général comment ça s'est passé. C'est-tu un petit site web normal, un WordPress? OK. Exact, c'est bon. Donc, la situation en entreprise, souvent, là, on veut un site web, on l'a développé à l'interne. On veut faire ça vite. Souvent, on va utiliser WordPress pour rendre la gestion facile. On va sûrement pas le tenir à jour parce que c'est trop compliqué. On installe différents plugins, ils sont toujours plus beaux les uns que les autres. Puis on les garde actifs, même si on s'en sert pas. Fait qu'un temps de développement court et rapide, parce que la compagnie veut faire de l'argent le plus tôt possible. Puis ça prend pas grand-chose, c'est juste un petit site web, donc ils n'ont aucune idée de toute l'infrastructure en général qu'on doit mettre en arrière du site. Parce que, tu sais, on doit suivre un peu l'idée que la compagnie a besoin d'un site web à haute disponibilité, et ainsi de suite. Donc, en général, toutes les raisons sont bonnes pour mettre un site web en ligne. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé? D'après vous, y a-t-il quelqu'un qui sait ce qui s'est passé? Ben, on s'est fait hacker. Donc, le site web s'est fait owner en partie automatisé ou non, quelqu'un qui a owné le site. Donc, la détection, ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas arrivé, de quelle manière qu'on l'a su. On a reçu une alerte dans le SIM qui provenait de l'IDS. On avait des logs bizarres provenant du système de logs centralisé. On a découvert des fichiers suspects dans des répertoires comme dans le répertoire temporaire. On a reçu une alerte du Endpoint Protection des fichiers modifiés. Le site web, il y avait du trafic important qui sortait du site web. Ou un employé qui a fait une découverte, puis qui nous a contacté à la suite d'une découverte. Sinon, est-ce que vous avez c'est quoi le plus beau scénario que vous verrez que quelqu'un pourrait vous dire qu'un site web? Est-ce que vous avez une idée en entreprise, qu'est-ce qu'on devrait avoir pour recevoir une alerte qu'on s'est fait hacker? Parce qu'à peu près, d'après moi, là, la plupart des gens, là, c'est où le management en entreprise, eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent? C'est qu'on le sache d'avance. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Il y en a peut-être plus que ce que j'ai mis. Donc, la détection, ce qui est plutôt arrivé, moi, ce que j'ai plutôt vécu de mon côté, c'est que Google, ben, quand on faisait une petite recherche pour le site, il y avait une belle fenêtre rouge qui nous disait « Hey, le site suivant, il héberge du malware, donc attention, là, vous ne devriez pas y aller. » À ce moment-là, là, management, ça court partout. Ils sont super heureux quand ça leur arrive. Sinon, j'ai déjà reçu un email de Sécurité publique Canada me disant que le site web hébergé sur le domaine .ca suivant, qui hébergeait tel ou tel type de malware et que eux expliquent toute leur poutine, là, ils veulent un Canada résilient, ils veulent que ça soit sécuritaire et tout, et ainsi de suite. Et bien là,
comme un peu responsable de t'arranger pour que ton site soit correct. Sinon, ben, c'est un client qui t'a appelé parce que c'est certain là, que c'est pas toi qui l'as su. Là. Fait que ton client, un client qui a été sur son site web, l'antivirus qui était à jour de son système l'a averti qu'il y a un malware qui tentait de s'installer. Donc, c'est rare les situations où ce que j'ai pu voir qu'on a été outillé adéquatement pour être alerté d'une manière proactive d'une telle situation. La réalité des choses, c'est qu'on est rarement proactif. Au Québec, j'ai rarement vu une entreprise qui avait des systèmes mis en place pour détecter une attaque, de le savoir avant qu'on soit attaqué. La plupart du temps, si tout va bien, puis si on n'a pas d'attaque, si on n'a rien dans nos logs, qu'on ne s'est pas fait attaquer, il faut souvent se dire que c'est déjà arrivé. Donc, la réaction, comment pensez-vous qu'on a réagi quand on a reçu des emails? Vous n'avez pas une petite idée? La panique, c'est certain, la panique, la compagnie a paniqué au complet, tu sais. Donc, ben, la première idée qui est arrivée, puis ça m'est arrivé à moi, j'ai dit, hey, je vais aller voir c'est quoi qui s'est passé sur le site. Donc, tu sais, pourquoi pas? Comment j'ai fait ça? Cette idée? Ouais, j'ai pris mon browser, puis j'ai été sur le site. Là, j'étais pas certain, là, tu sais. C'est juste, si je suis épais, là, tu sais, ou c'est juste un petit peu fou, là. Et vraiment, là, je cale en crise parce que je me suis infecté mon ordinateur instantané. Fait que celle-là, il était fini, là, on l'a mis de côté. Sinon, SSH, on va se connecter sur notre site. Moi, on n'utilisait pas Telnet dans ce temps-là. Puis, ben là, c'est encore, on est toujours en mode panique. On regarde partout, on cherche, on se promène. On regarde les fichiers. Let's go, là. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, là. Puis là, ben, on regarde tout ce qu'on pense, on regarde tous les fichiers qui sont hébergés, on regarde la machine, ça a l'air à fonctionner, process en mémoire, ainsi de suite. Tout semble correct. La prochaine étape, ben, on va aller voir les logs. J'espère qu'on a des logs, bien sûr. Fait que le problème qui arrive de nos jours, c'est qu'on vit tellement d'attaques automatisées sur Internet que la plupart des logs, c'est plein de bruit. On ne sait plus trop quoi regarder. Il y a plein de trucs qui n'ont jamais fonctionné. Si on prend le temps de regarder, il y a plein de 404 parce qu'ils n'ont jamais obtenu une page. Les gens essayent tout et n'importe quoi pour hacker les sites. Que ce soit un WordPress, même si ce n'est pas un WordPress qu'on héberge, ben, on va recevoir les attaques WordPress parce que ça scanne les IP, ça se promène partout, puis ça essaie de trouver des failles. Donc, finalement, on a fini par trouver quelque chose. Donc, il y avait un fichier ou des fichiers modifiés sur le site. Il y avait de l'injection de code, un URL qui faisait en sorte que le malware était peut-être hébergé à l'externe. Une base de données qui avait des entrées bizarres là, qui avaient été modifiées par quelqu'un d'extérieur. Donc, ben, la partie du nettoyage ensuite. Donc, on avait identifié des fichiers. On a restauré un backup. Là, bien sûr, est-ce qu'on possédait un backup à jour? Des fois, tu vas restaurer un backup et le malware est de retour hein, parce qu'il était dessus le backup. On a modifié les fichiers, on a effacé ça manuellement. On a rentré les fichiers, on a les lignes de code supplémentaires. Sinon, pour nous aider, un coup que ça a été nettoyé, on a roulé des outils comme SiteCheck de Sucuri ou bien Kitera, il y a un site, un malware scanner. Ça te donne des bonnes pistes, ça se promène sur le site, ça vérifie toutes les URL, puis si ça trouve quelque chose, ça nous avertit que tel lien sur tel site, tel URL, il y a un fichier bizarre. Donc là, j'étais super content. C'est fait hacker, puis tout corrigé. Super. Question? Pensez-vous que c'était réglé, mon problème? Non? 100% raison. The fuck? Le malware était retourné le lendemain matin. Le pire que ça, là, la fois que ça m'était arrivé que le malware était revenu le lendemain matin, vraiment, là, il était plus là, puis d'un coup, il est revenu dans le fichier. Là. Ben, sur l'heure du midi, là, le gars, il était sur le système en même temps que moi. Dès que j'ai effacé un fichier, ben, il recréait le fichier. C'était assez spécial.
Donc, vaut mieux se munir d'outils pour vérifier qu'est-ce qui se passe sur le site, voir si c'est comme qu'est-ce qu'il y a à trouver. Donc, un outil qui est intéressant de OSEC, de Hostbase IDS. Donc, ça, c'est développé par Daniel Sid. L'outil a été acheté par Trend Micro. Et Daniel Sid développe toujours le root check qui permet de faire un audit du système, de trouver des modifications au kernel, trouver des backdoors. Il va vérifier l'âge d'une installation style WordPress, dire ben là l'installation n'est pas à jour. La config aussi pourrait être modifiée. Ça donne différentes pistes à vérifier. Exemple, tu as MySQL installé, peut-être que tu devrais vérifier, voir s'il est bien configuré, et ainsi de suite. Puis ça donne aussi comme exemple les dernières personnes qui se sont connectées au système, les derniers logins réussis. Donc, si jamais vous voyez un IP bizarre à ce moment-là qui a réussi à se connecter, ben ça pourrait dire que ça vient que quelqu'un a un accès au système. Sinon, il y a des outils personnels. Moi, j'ai développé des petits outils, puis relativement assez simples. Vous allez pouvoir aller les chercher dans mon GitHub. Je vais les publier dans les prochains jours. C'est bien simple. Ça fonctionne sur tous les systèmes Unix. Moi, il faut dire aussi que je me concentre beaucoup sur les systèmes Unix parce que dans ma vie, dans ma carrière, ça a tout été des systèmes Linux en général sur lesquels on a hébergé des sites web. Donc, ça exécute des greffes sur l'ensemble du système, tous les fichiers qui sont hébergés sur le site. Par contre, ça ne vérifie pas pour les rootkits. Donc, le premier outil, c'est quand même assez important de le rouler. Donc, des exemples de trucs à rechercher souvent, Base64 Decode, même Encode, la compression, PHP Info pour voir les informations de votre système, une commande qui permet d'exécuter des commandes sur le système lui-même. Donc, puis on peut voir aussi l'avant-dernière ligne, là, IDOCED, en tout cas, Base64 Decode écrit à l'envers. Il y en a qui refont la fonction, puis ils le remettent dans vos fichiers. Donc, ça ici, c'est un exemple, là, c'est du garbage, c'est pas grave, vous n'êtes pas capable de voir. Les seuls trucs ici qu'on pourrait lire, c'est qu'il y a un function, puis il y a, je crois, un eval en quelque part, ou un string replace. Donc, quand on trouve quelque chose dans le genre, il s'agit de trouver un pattern qu'on peut utiliser avec grep pour rechercher dans tous les fichiers, parce que, en général, ce truc-là ici, qui est offusqué, va se retrouver à plusieurs autres endroits parce que c'est certain qu'il n'y a pas juste une porte, il ne s'est pas laissé juste une porte d'entrée, il n'a pas juste mis un truc sur votre site. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est des fois ça pouvait être le malware en particulier qui pouvait s'installer quand on se promenait sur le site. Donc aussi, la recherche dans les logs, c'est toujours important, même s'il y a du bruit. Il s'agit juste d'avoir une meilleure idée sur quoi rechercher. On peut rechercher des actions là, telles que act égale edit. Éditer des fichiers en général, c'est à moins d'avoir un éditeur WYSIWYG en ligne, ça devrait pas exister. Surtout dans une méthode get, où on voit qu'est-ce qui a été fait, comme genre ici getHeader.inc.php. Donc on exécute on appelle ce fichier-là, on le demande une exécution. Puis l'activité, c'est qu'on édite un fichier et tel fichier. Ensuite aussi, des fois, ils veulent télécharger des fichiers. Donc, ils vont faire un directory traversal. Donc, on voit 2 points, /, puis mettons tel fichier. Ils pourraient en avoir 25 des 2 points / pour s'assurer d'arriver à la racine du système. Pour après ça, rajouter un path, mettons etc password pour télécharger le fichier password. Puis souvent aussi, qu'est-ce qu'on peut voir comme index1.php, c'est louche. Normalement, on a index, mais on n'a pas index 1. Et donc, ça peut être une bonne piste de savoir qu'il y a un fichier qui a été ajouté. Et si jamais il télécharge votre fichier de config, .php, ben, c'est pas normal. Donc, il s'agit de vérifier les différents get qui posent pour voir si c'est des choses d'anormal. Donc, les logs, la suite. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun à un moment donné, là, on trouve des perles rares. T'sais. Le hacker, là, un coup qu'on avait effacé le coupole de ses fichiers, ben, il était comme frustré. T'sais. Fait que,
il a rajouté ça dans nos logs, en faisant un genre de get. Il a dit fuck off sysadmin. On peut voir, il y a un 404, là, fait que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est un petit message subtil. Fait que si jamais ça l'arrive, ça, c'est quand même assez plaisant parce que il nous a gracieusement donné son IP sur lequel il arrivait. Cette IP-là, en général, elle sert strictement à rien parce que probablement la personne va arriver du réseau Tor ou d'un proxy pour s'anonymiser. Mais par contre, si on cherche dans les logs l'IP, on va pouvoir trouver qu'est-ce que la personne a fait, si elle a fait quelque chose en tant que tel là, avant de nous envoyer chier. Et comme ça, on peut rechercher et on va trouver sûrement d'autres affaires. Donc, un coup qu'on a tout recherché, là, il y a des backdoors partout. Fait que dans le domaine des backdoors, je me concentre beaucoup la présentation sur PHP, parce que c'est un langage de programmation qui est quand même assez widespread, on le trouve un peu partout. Ça prend pas un programmeur là, rocket science là, pour faire quelque chose. Puis en général, ça marche correctement. Donc, ben c'est ça. Des PHP Shell, moi que j'ai pu voir, PHP Shell 2.4, PHP Reverse Shell, qui est un outil qu'on peut utiliser pour se connecter à distance quand on a owné une machine. C99 Shell et j'en passe. L'URL en bas, il y en a à peu près 100 de répertoriés. Ils sont tous dans un GitHub en plus. Puis on peut aller les chercher et s'en servir. Donc, ici, un exemple de C99 Shell. Je ne sais pas si c'est trop petit pour voir, probablement que oui. Mais la section en haut, à droite, à gauche plutôt, la section en haut à gauche va identifier le système. Fait que là, on peut voir le nom, le kernel, on peut voir la RAM, c'est le shell, mettons, le serveur Apache ou Nginx, il fonctionne sur quel usager, exemple 3W-data. Ça nous permet d'aller lister des fichiers, de créer des répertoires, de modifier des fichiers. On peut même voir dans la barre en haut, on peut faire des commandes SQL si on a accès à la base de données. Puis souvent, c'est super facile parce que ça nous permet de lire le fichier, mettons, wp-config.php, puis qu'on a username et password à l'intérieur de tout ça. Toutes sortes de trucs. Puis même à la fin, il y a un petit truc super spécial, là, en haut à droite, là. Il y a le self-destruct. La personne peut l'envoyer là, puis elle peut le détruire sa backdoor par la suite. Mais en général, moi, j'ai pu voir là, à des endroits dans le système à peu près 5-6 backdoors comme ça, puis souvent de types différents. Fait que quand tu t'en trouvais une, tu avais un pattern, puis tu recherchais, qu'est-ce qui se passait, c'est que tu n'en trouvais seulement qu'une sur 5. Puis là, après ça, à force de chercher, tu pouvais en trouver un autre. Puis souvent, qu'est-ce qui avait permis de les trouver, c'était à travers les logs, quand on avait un IP, puis qu'on avait une bonne idée que la personne l'avait accédé, on cherchait l'IP, puis on trouvait tous les fichiers, à quel endroit qu'elle avait allé. Aussi, j'ai pu voir le PHP Shell 2.4, hébergé sur, pas GitHub, là, mais en tout cas, un autre site là, qui m'échappe. Donc ça, c'est encore plus le fun. Ça nous donne un shell directement à sa machine, comme ça on avait fait SSH. Et à ce moment-là, on peut écrire n'importe quelle commande, cd, move un fichier, edit. Je pense que VI fonctionnerait à l'intérieur de tout ça. Donc, ça peut être super pratique. J'ai même vu des endroits où il y avait des clients qui ont installé ça par défaut. Puis ils se sont dit, hey, moi, je suis hébergé, je vais uploader ça avec mes fichiers PHP, je vais pouvoir gérer mon site. Hein. Comme, merci le grand, là, tu viens de nous aider fort. Là. Donc, la prochaine étape, c'est une chose de trouver des backdoors, mais ça est une autre de corriger le problème initial qui a mené à l'infection. Donc, différentes choses qu'on peut faire. Ce qui est très important, c'est la revue de code avec un développeur. Si le site a été développé à l'interne, c'est important d'aller s'asseoir avec la personne, de voir tous les endroits où on pourrait uploader, transférer un fichier pour le sauvegarder sur le disque, pour arriver puis trouver les endroits pour faire de la validation. Parce que, exemple, on veut uploader une photo, une image, un avatar, et la personne va mettre, mettons, avatar.jpeg.php.
ben, le système va l'accepter puis il va l'uploader. Puis plus tard, ben, il s'agit juste d'appeler ce fichier-là, qui est en fin de compte du PHP malicieux, ou une backdoor qui va vous donner une backdoor au système. Donc, s'assurer de voir la validation des champs d'entrée, puis corriger les bugs, c'est très important. Le OWASP Top 10, c'est un bon point de départ. Ça donne une bonne idée, voir qu'est-ce qu'on devrait vérifier quand on code un site. Sinon, un truc que j'ai appris hier, l'ASVS, l'Application Security Verification Standard, c'est un standard de vérification de la sécurité applicative qui vise à offrir un standard et des bases pour la vérification des contrôles de la sécurité d'une application telle le cross-site scripting et les injections SQL. Donc, ça donne des grandes bases, ça donne des bases pour faire des tests. Ça sert de guide pour développer des contrôles de sécurité. Ça établit un niveau de confiance. Fait que quand on a tout appliqué à peu près, qu'est-ce que le white paper peut nous expliquer, ben à ce moment-là, on est plus conscient de la sécurité, puis il y a moins de chances qu'on va se faire défoncer. Donc, la validation des fichiers transférés, comme que je disais tantôt, c'est important de valider, mettons, l'extension d'un fichier, JPEG, GIF, PNG, whatever, mais aussi de valider le contenu du fichier. S'assurer que le content type, c'est soit image, JPEG, GIF ou PNG. Et si on est en mesure de faire une validation, une vérification automatique d'une image transférée, exemple, on reçoit le fichier, on le passe à travers ImageMagick, on modifie juste un pixel, puis on le re-sauvegarde. De cette manière-là, si le fichier, on n'est pas capable de le charger, donc c'est pas un vrai fichier, c'est pas une vraie image. Et si ben on l'enregistre, puis tout est comme l'image est toute bizarre, là, il n'y a rien d'intéressant, ben là, à ce moment-là, on a une bonne piste que c'était pas quelque chose de correct. Donc, si on est capable de valider l'entrée puis de sauvegarder sur le disque, à ce moment-là, on a un meilleur contrôle. Donc, comment limiter les risques? Est-ce quelqu'un ici qui peut me dire comment on peut limiter les risques de se faire hacker d'un site? Ouais. Un serveur, c'est une super idée, mais souvent, exemple, c'est une bonne piste, mais tu sais, quand on fait, mettons, un cours de gestion d'incidents, puis qu'ils disent qu'on a un site qui s'est fait tourner, la première réaction que tu devrais avoir en général, c'est de tirer à la plug. C'est le débrancher du réseau. Là. Mais, comme que j'ai dit tantôt là, au début là, dans mes slides, là, la compagnie veut faire de l'argent. Elle ne voudra jamais fermer son site. Elle aime mieux, je ne sais pas, là, avoir des gens qui courent partout, qui essaient de régler le problème, puis qui règlent le problème en même temps qu'il y a des clients qui s'en vont dessus. Moi, c'est ça que j'ai pu voir parce que je suis pas capable de dire, voir si c'était une question là, de ce qu'ils voulaient pas. Ben, moi, je pense vraiment que c'est perdre de l'argent. Ils voulaient pas perdre de l'argent, là. Mais tu sais, il y avait pas, je voyais pas le souci du client à cet endroit-là. Donc, pour limiter les risques, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hygiène technologique. S'assurer de garder à jour nos systèmes et nos logiciels. Retirer les corps morts. Ça, ce que je veux dire, s'il y a des plugins qu'on ne se sert pas, c'est pas juste de le laisser là, de ne pas s'en servir, c'est de les enlever, de les désactiver, là, des retirer. C'est comme ça qu'on va avoir la moins de chance que quelqu'un s'en serve malicieusement. Puis surtout, installer uniquement les logiciels qu'on a besoin. Donc, pas plus, pas moins. Il faut s'assurer de recueillir des logs de nos systèmes. Souvent, toutes les enquêtes que j'ai pu faire, c'est les logs qui m'ont dit de quelle façon c'est arrivé, quand c'est arrivé, parce que j'avais un timestamp, d'où c'est arrivé potentiellement. Donc, si on est capable d'avoir des logs centralisés, ou même uniquement sur la machine, si on a juste une machine, ben on est gagnant. Donc aussi, il s'agit d'éduquer nos développeurs pour les bonnes pratiques de programmation sécuritaire. Il y a un super cours ici qu'on a passé hier avec Jill Manico. C'est super intéressant. Puis, il faut faire des tests. Puis, il faut essayer de se hacker soi-même. Parce que si on ne sait pas exactement comment les gens peuvent s'y prendre, ben c'est sûr qu'on
on ne fera rien en fonction là, de pas que ça nous arrive. Donc, en conclusion, je suis sûr que je n'ai pas pris assez de temps dans ma présentation. Ne jamais prendre à la légère un projet. C'est pas parce que c'est un petit projet ou c'est un petit site web qu'il n'y a pas de risque. Un petit site complémentaire qui nécessite pas d'entretien, qui est là juste pour, je sais pas, un mois, ça peut devenir le focus d'une semaine complète puis de plusieurs mots de tête. Puis une image de marque, ça prend 5 minutes à perdre, là, puis même moins que ça pour perdre la confiance de tes clients. T'sais. Comme que je disais, moi j'ai eu un client que son site, il voulait qu'il reste en ligne pendant qu'il y avait des problèmes. Donc, toujours coder un site avec le souci du détail, valider les entrées, tester, encore tester, c'est important. Et puis toujours assumer qu'on va devenir une victime. Parce qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui ont été victimes d'un hack, puis ceux qui vont le devenir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui? Mm-hmm. Exactement. Ça, c'est juste c'est une très bonne solution à mettre en place. Donc, ça va aider à mitiger ces troubles-là. Puis, oui, exact. Ça marche numéro 1 sur Apache, puis on devrait le mettre en place. D'autres personnes? Suggestions, questions? Parce qu'ici au Québec, il n'y a pas de loi qui t'oblige. Tu n'es pas responsable de ton site en tant que tel. S'il y avait une loi là, qui te dirait, là, toi, là, si ton site est hacké, là, tu vas avoir, je sais pas, on va te facturer 1 000 $, là, peut-être que tu bougerais, là, tu sais. Puis là, tout dépendamment, c'est quoi la corporation, c'est quoi le site, c'est quoi l'ampleur des dommages qu'on pourrait apporter, que là, je sais pas, l'amende serait de plus en plus haut. Mais là, à ce moment-là, je pense que s'il y aurait des gens qui feraient quelque chose. Oui? Oui, exactement. Oui, bien exactement. C'est comme moi, là, le email que j'avais présenté de Sécurité publique Canada, là, le email, il est arrivé à la compagnie parce que la personne, le nom de contact du domaine.ca était là, malgré que le serveur, l'IP, c'était sur l'inode aux États-Unis. N'empêche qu'eux, ils nous ont quand même contacté parce que je pense que c'est une question d'image, puis tu sais que le Canada veut faire quelque chose, comme un peu les lois anti-spam. Tu sais, là, il y a des lois anti-spam, puis les gens peuvent avoir une très grosse amende si on spam. Les gens, ils vont faire attention à ça. Mais en tant que tel, j'ai pas pensé à ça que ça pouvait s'éteindre. Mais en tant que tel, il n'y a pas vraiment il n'y a rien qui empêche une compagnie ou qui va donner une amende si c'est un site web qui distribue du malware. Oui. Ben, tu sais, c'est un peu comme les virus, hein. C'est un peu comme, je sais pas, là, Windows versus Linux versus OS X. C'est juste une question de popularité, hein. On s'en va pour, on frappe qu'est-ce qui est le plus disponible, qu'est-ce qu'on a plus de chances que ça fonctionne et ainsi de suite. Donc, j'en ai-tu vu, je pense qu'en général, Drupal, genre WordPress, Joomla, ça se bat pour savoir c'est qui va être dans le top 1 qui va se faire hacker. Là. Mais l'air de rien, WordPress, il y a quand même, là, je sais pas, là, 80% à la loi de Pareto là, de l'Internet. Là, fait que, je pense que c'est juste une question de bonne pratique. Mais c'est sûr que tu es vulnérable quand tu vas l'utiliser. Mais si tu vas chercher quelque chose de vraiment vieux puis obscur, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en servent, tu n'as pas beaucoup de revues de code, puis peut-être que tu es super vulnérable et tu ne le sais pas.
C'est la même chose aussi pour le développer à l'interne. Si vraiment on a le temps de le développer à l'interne, mais tu sais, c'est comme bravo, là, mais tu passes beaucoup de temps de développement pendant que tu pourrais utiliser un framework ou utiliser un CMS qui est populaire. La pire des idées que j'ai pu voir, c'est de décider de forker un CMS. J'étais un endroit, on va forker Drupal, puis on va modifier, puis on va faire ce qu'on veut, puis après ça, ça se maintient plus. Et ça, s'il y a des pages de sécurité, on ne peut plus les régler. Ensuite de ça, l'autre problème qui arrive, c'est que la personne qui l'a forké, qui a toutes les connaissances, là, ben, ça ne veut pas dire qu'elle va rester dans ton entreprise bien longtemps. Là, au bout de 2 ans, en général, les gens changent d'entreprise, ils ont besoin d'avoir des nouveaux défis, d'aller ailleurs. Puis là, il n'y a plus personne qui connaît c'est quoi qui a été modifié dans le code, puis ils ne peuvent plus le maintenir. Donc, ça, c'est comme la pire idée que vous pouvez avoir à faire. Pour répondre à ta question, là, je ne pense pas qu'il y en a des moins pires que d'autres. C'est une question de côté pratique. D'autres questions? Oui, Marc. Dans le cadre de, mettons, de, je sais pas, là, je peux dire, dernièrement, j'ai vu qu'avec tout le buzz médiatique et tout, là, il y a beaucoup plus de compagnies qui désirent mettre de l'argent d'avance pour être sécuritaire. J'ai vu des compagnies où il n'y avait aucune équipe de sécurité qui sont rendues, mettons, à 4 personnes. J'ai vu des équipes, mettons, là, que une compagnie qui a eu un problème, qui se sont fait hacker, puis c'est genre, il était une petite équipe, puis là, tout d'un coup, là, se sont dit, ben, hey, oh, on a perdu beaucoup d'argent, ou ça nous a coûté une fortune parce qu'on a engagé des grandes industries pour faire la recherche pour qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, comme je dis, c'est quelque chose de banal, comme je vous ai montré, qui est arrivé. C'était pas le genre une défiguration, il n'y a pas eu du vol de carte de crédit ou ainsi de suite. Il n'y avait pas de site transactionnel, mais la compagnie a perdu de l'argent parce que le site, là, ben, il n'était pas de 100% en fonction, ou juste le fait qu'il y a une possibilité qu'on vole des numéros de carte de crédit. Puis là, il faut passer dans toute une grosse poutine pour changer des clés d'authentification avec des payment processors, etc. Là, ça crée là, un buzz débile juste pour ça. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, ils ont de l'argent. Maintenant, ils injectent de l'argent. C'est toujours réactionnaire. Là. Là, ils se disent, ben là, on veut une équipe de 6 personnes, puis là, on veut s'assurer que nos sites sont sécuritaires, et ainsi de suite. Puis, moi, je dirais, là, comme on dit toujours en sécurité informatique, là, comme le maillon faible, c'est l'être humain. Puis, ben, le maillon faible, en général, c'est la personne qui développe le site, parce que c'est un être humain. Donc, si on fait, là, quand il parle de programme de security awareness, puis dire, ben là, vous ne cliquez pas sur les liens que vous recevez par email. Ayez des bons passwords. Partagez pas vos passwords. Réutilisez pas sur les autres sites. Je pense que c'est ça qui est la plus grosse impact. Donc, c'est arriver puis dire, on a des développeurs, puis on a un budget. Peut-être enlever une personne dans l'équipe de sécurité. Je sais que c'est plate, là, mais prendre ce budget-là pour éduquer les développeurs, les envoyer sur des cours de programmation sécuritaire, avoir une personne qui est responsable, avoir des outils dans tout le continuous integration qui va vérifier, voir s'il y a des patterns, des trucs qu'on pourrait vérifier pour s'assurer qu'on reste sécuritaire. D'autres questions? Pardon? Je ne sais pas. Je m'excuse, j'en ai pas là, à dire comme ça. Là, en général, c'est souvent des plugins qui sont vieux. Un que je pourrais penser, c'est vraiment relié aux cartes de crédit parce que j'ai pu voir aussi du skimming de cartes de crédit qui se fait en ligne. Magento ont beaucoup de problèmes là, sur, je dirais, leur processeur de paiement. Oui? Oui. Ben, tu peux enlever la bit d'exécution de ton répertoire.
Non, mais c'est parce que si toi, là, mettons, là, je sais pas, t'es dans un forum, et tu veux avoir ta photo, ta tronche, là, tu sais, ben, tu vas uploader une image. Et cette image-là, il faut qu'elle soit accessible de, vers l'Internet. Autrement dit, il faut que comment je pourrais dire, Apache, il faut qu'il soit capable de loader le fichier et te le présenter. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand c'est un fichier PHP, tu pourrais, dans ce répertoire-là, mettre un point .htaccess, pas exécuter PHP, des trucs dans le genre, mais en général, ça, on ne l'a pas fait. Fait que, autrement dit, c'est comme on l'a mis à racine pour exécuter qu'est-ce qu'il y a de PHP en dessous, on n'a pas été à cet endroit-là pour l'empêcher. Ben, moi, je pourrais dire oui, c'est corrigé dans nos affaires. Mais je suis plus dans ces entreprises-là. C'est comme je vous dis, c'est issu de plusieurs exemples. J'ai pas eu là, un client qui m'a appelé, en plus de Google qui m'a banni, plus la sécurité publique qui m'a tombé dans la face la même journée. Là, fait que, oui, ça, c'est quelque chose en général qu'on va faire une revue, qu'on va s'assurer de mettre en place. Fait que, en tout cas, ben, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais je pense que je peux aller dans la salle en bas pour répondre. Ou... Je sais pas, il me reste encore bien du temps, là? J'ai plus grand-chose à dire. Fait que si vous voulez me contacter, je suis access@bernard.me, c'est mon nom de domaine. Access, c'est un catch-all. Puis je suis Bernard sur Twitter. Puis mes slides vont être disponibles sur mon GitHub. Puis je vais avoir aussi mes petits scripts, là, en guillemets, là, puis des petits documents là, sur quoi chercher. Donc, GitHub, je suis l'usager Bernard encore parce que j'étais un des premiers qui s'est inscrit. Merci.